c'est une... Oui, ça, je crois, la mélancolie doit toujours être travaillée par une rage, une rage, je dirais, soit de se débarrasser d'elle-même, soit d'arriver à rejoindre le point d'où elle sort, d'où elle s'ouvre, qui est justement le point d'un deuil archi-originaire. Et ça, je dois dire, c'est... Hein? Oui, mais pour moi, les mois n'a pas cette coloration. C'est vraiment une question de coloration, peut-être. Je ne dis pas que je sais quelle est la coloration de l'émoi pour moi, mais quand même, spontanément, je le dirais plutôt multicolore, polychrome, où je verrais s'ouvrir toutes les possibilités de la peinture, si on veut. Qui est d'ailleurs, si on veut, d'une certaine forme d'hallucination, mais bon. Mais en même temps, justement pas. Mais tandis que il y a dans la mélancolie, oui, ça, le nom le dit, c'est noir. Il y a une coloration noire. Comme l'encre, en effet. Comme l'encre, mais Derrida se servait beaucoup d'encre bleue. Soit dit en passant. Beaucoup, oui, c'est pas presque tout le temps. Enfin, non, mais c'est noir, c'est vrai, mais beaucoup, bleu, oui. Encre ou kilomètre. Mais, la mélancolie, c'est une énorme question, parce que je pense que, en effet, il n'y a de mélancolie possible que sous la présupposition d'un soi. Et d'un soi, donc, affecté d'une perte, d'un manque originaire. Le deuil originaire. Hein? Le deuil originaire. Oui. Mais le deuil, pour être en deuil, il faut être soi-même, non? Soit endeuillé de soi, endeuillé, alors ça peut être soit endeuillé de soi. Et la mélancolie, quoi, selon Freud, c'est précisément l'impossibilité de sortir de soi l'objet du deuil, l'autre dont on est endeuillé. Et justement, cette présupposition du soi, en un sens, je pourrais dire, je m'étonne presque de ce que Derrida, qui justement fait tout pour la désupposer, cette présupposition, qu'il continue quand même à la présupposer infiniment, absolument infiniment, dans tout le processus dont il s'agit là. Évidemment, c'est extrêmement fécond. Et en particulier, c'est extrêmement fécond à travers là, mais aussi dans les textes de la carte postale d'ailleurs, du point de vue sexuel. Parce qu'au fond, il prend la différence sexuelle à un certain écart. Il ne le dit pas comme ça, mais parce que si on parle de mélancolie, on peut dire qu'il prend la différence sexuelle comme toujours endeuillée d'une non-différence sexuelle, elle-même collée dans la glu de la différence, et donc d'un hermaphrodisme. Alors il y a un texte qui est ailleurs, qui est dans la carte postale, je ne sais pas bien en tête, mais où il lui écrit à elle, moi je rêve d'un hermaphrodisme, mais pas l'hermaphrodisme banal du personnage de l'Antiquité qui a les deux sexes. Non, d'un hermaphrodisme, il dit où tout est complètement confondu. Si c'est même... Alors je ne sais pas comment il dit, pas confondu, parce que confondu, il n'y a plus rien, alors, mais mêlé, bon.
Et tout ce qu'il essaye désespérément à travers GLAD, pénis, vagin, castration, érection, le travestissement, être femme. Là, il y a une très très longue série aussi qui s'ouvre. J'ai commencé de Éperon, cherche à écrire comme une femme, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a des féministes qui s'y sont pas trompés, qui l'ont attaqué pour ça, parce que ici, il peut pas devenir femme. Ou s'il le prétend, il peut. Bon. Mais justement, peut-être que la limite de ce reproche, c'est que justement, il peut prétendre devenir une femme, un homme le peut très bien. Sans doute non sans travestissement. Je veux dire, pas forcément de vêtements, mais et cela n'a rien à voir, je pense, rien du tout à voir avec l'appropriation, justement, dominatrice ou machiste de la féminité par un mâle. Donc, oui, ça c'est d'une très très grande fécondité, et je pense que ça c'est quelque chose que, en tant que post-déconstructionniste, que j'ai très envie de suivre, de travailler plus loin. Ça, c'est pour ça que c'est fait pour moi partie d'un travail engagé là-dessus, sur la différence sexuelle avec un A.